Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant qui est celui de l'écriture avec Marie-Agnès Domain, qui est écrivain et conférencière. Merci Marie-Agnès d'avoir accepté de venir pour nous parler de l'histoire, de l'évolution, du rôle de l'écriture dans les civilisations, puisque le livre que vous avez écrit aborde tous ces sujets. Alors ma première question, ça sera de savoir pourquoi l'écriture vous semble fascinante, puisque c'est le titre de votre ouvrage, La fascinante histoire de l'écriture. Alors oui, l'écriture, son histoire complexe, elle est fascinante à bien des points de vue parce qu'elle a complètement transformé la façon dont fonctionnaient les sociétés. L'écriture est importante pour transmettre le savoir, pour communiquer, et c'est en cela qu'elle est fascinante. Et elle est fascinante parce qu'il y a eu tellement de différentes écritures qui sont apparues de façon extrêmement variée, que c'est vrai, c'est une véritable fascination. Alors, à partir de quand l'écriture apparaît et où ? Alors, elle apparaît véritablement à Sumer, 3000 ans avant Jésus-Christ. Bon, auparavant, il y avait eu des signes qu'on a retrouvés dans des fameuses grottes que l'on connaît, à Lascaux notamment. Bon, ce n'était pas véritablement une écriture, hein, c'était pour transmettre des messages. Mais à Sumer, en 3000 avant Jésus-Christ, commence à apparaître une comptabilité, en fait. C'était des signes qui servaient pour une comptabilité, pour les échanges commerciaux. Et puis, petit à petit, eh bien, on a eu l'idée de transformer ces signes pour donner des images, et on a commencé à parler véritablement d'une écriture. On transmettait d'autres messages que des signes commerciaux, en quelque sorte. Peu de temps après Sumer, c'est l'Égypte qui va aussi faire apparaître un autre type d'écriture. Voilà, alors là, l'écriture est complètement différente. L'égyptien hiéroglyphique est considéré comme la plus belle écriture que l'on ait pu connaître. Là, ce n'est pas pour de la comptabilité, mais c'est vraiment pour transmettre des messages et pour faire vivre les choses dans l'éternité. Elles ont en même temps cette transmission, c'est-à-dire ça n'est pas figé. On veut faire vivre dans l'éternité, par exemple, lorsqu'on a des inscriptions sur les tombeaux, eh bien c'est pour faire vivre le mort dans l'éternité. Donc c'est un symbole complètement différent de l'écriture de Sumer. Et pourquoi donc, à votre avis, les hommes ont-ils éprouvé à un moment le besoin de ne plus utiliser uniquement la transmission orale et de passer à la transmission écrite ? Alors je pense qu'ils ont voulu transmettre un certain savoir, parce que on dit que les écrits restent, la parole s'envole. Donc évidemment, quand on transmet de façon orale, les choses se déforment aussi. Mais là, par le biais de l'écriture, c'est figé. Et l'écriture a permis d'établir des chronologies, c'est-à-dire qu'on a pu commencer à parler de l'histoire avec un grand H. Maintenant, on pouvait raconter les épopées et les situer dans le temps. C'est ça aussi qui est très important dans l'écriture. Est-ce qu'on peut dire aussi que cette forme d'écriture, ou l'écriture en général, a été le souci de se transmettre non pas uniquement de son vivant, mais de transmettre pour l'avenir, donc que la notion de temps intervient aussi dans la naissance de l'écriture. Oui, absolument. On voulait transmettre pour la postérité, et puis transmettre donc des idées que l'on a rassemblées, et puis au fil du temps on s'aperçoit que on commence à écrire des épopées, par exemple bien à Sumer, la fameuse épopée de Gilgamesh, par exemple, et qui va donner naissance par la suite en Grèce à tous les mythes grecs qui sont apparus également grâce à l'écriture. Donc c'est cette transmission qui est importante parce qu'on écrit ce que l'on pense et on relate des histoires.
Donc là, on est dans une phase complètement différente des prémices de l'écriture. Oui, au départ de l'écriture, c'était des besoins matériels Voilà. qui se manifestaient à travers elle, si Oui. je vous comprends bien. Oui. Et progressivement, c'est plutôt les idées que l'on Oui. veut transmettre, peut-être. C'est cela, la pensée, un mode de réflexion, et puis cette littérature qui va prendre beaucoup de place dans l'écriture, mais on transmet aussi des données scientifiques, et puis Même dans les civilisations les plus anciennes. Ah oui, absolument. À Sumer, on a retrouvé des données sur l'astronomie, par exemple, hein. Et puis en Égypte, on a retrouvé des livres de médecine, par exemple, des livres scientifiques, et aussi beaucoup sur l'astronomie, puisque les Égyptiens pratiquaient beaucoup l'astronomie et la divination aussi, en même temps. Dans Voilà. les civilisations d'Amérique du Sud également, il y a des traces de leur intérêt Oui. pour l'astronomie, là également. Absolument, mais là, on n'a pas pu vraiment déchiffrer les écritures. L'écriture maya, elle reste indéchiffrable pour l'instant. On n'a que très peu de notions, hein. C'est beaucoup plus complexe. Alors, ce qui est très intéressant justement dans votre ouvrage, c'est que vous dressez un panorama d'un certain nombre d'écritures qui existent ou qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont Oui. vivantes ou qui ne le sont plus. Le chinois, l'hébreu, l'arabe, le grec. Vous pouvez nous dire un petit peu pour chacune de ces écritures ce qui les a caractérisées? Alors, le chinois est tout à fait particulier comme écriture. Ce sont des idéogrammes qui sont dessinés. C'est une véritable calligraphie, hein. Les signes sont extrêmement nombreux puisqu'on est arrivé à 55 000 signes. Bon, mais il n'y en a que 3 000 qui sont utilisés couramment, pourrait-on dire. Et donc, c'est une écriture particulière qui n'a jamais connu un alphabet. On en parlera peut-être après de la naissance de l'alphabet qui a été très importante. Donc là, ce sont vraiment des signes d'une grande beauté, hein, et qui sont synonymes de l'esprit chinois, de la civilisation chinoise tout à fait particulière, qui est également reliée à la divinité. Alors, qu'en est-il des autres types d'écriture, le grec, l'hébreu? Alors l'hébreu est une écriture aussi tout à fait particulière. Les signes hébraïques, si vous voulez, ce sont des transmissions un peu divines, pourrait-on dire, c'est-à-dire des énergies divines. Ce sont les énergies divines, Des forces spirituelles. des forces spirituelles, voilà, qui sont dans l'écriture et qui permettent bien de transcrire une littérature sacrée au départ, et puis après, bien sûr, qui a évolué pour la vie courante. Et le latin? Alors le latin, il y a toute une histoire sur le latin. En fait, au moment où est apparu, on a retrouvé un alphabet. Alors l'écriture a beaucoup changé lorsqu'on a commencé à utiliser un alphabet, parce qu'auparavant, il fallait être savant, être un scribe pour pouvoir apprendre l'écriture, mais donc c'était réservé à une élite. Et à partir du moment où on a découvert l'alphabet, on réduisait à 30 signes au lieu d'avoir des milliers de signes, par exemple, donc c'était beaucoup plus abordable. Et alors, tout s'est transformé. Et on a découvert un alphabet ougaritique, l'alphabet ougaritique, qui provient du phénicien certainement, et qui ne comportait plus qu'une trentaine de signes. Et à partir de cela, cet alphabet a été transmis par les Phéniciens, qui étaient des grands voyageurs. Donc c'est transmis en Grèce, donc a donné naissance à l'écriture grecque. Et le latin est dérivé du grec qui, lui, avait été diffusé en Europe. Donc la naissance de l'alphabet serait, si je comprends bien, liée à la volonté de démocratiser en quelque sorte l'écriture et de la rendre accessible au plus grand nombre. Oui, que ce soit beaucoup plus facile d'utilisation, en fait, c'est cela. Parce que auparavant, il fallait être un savant, hein. Oui.
Alors, vous avez parlé justement des élites, les scribes par exemple, qui s'occupaient des hiéroglyphes, qui détenaient, qui avaient presque un monopole, hein, on peut dire. Cela veut dire que toutes ces écritures, progressivement, ont pris une dimension sacrée. Alors, elles ont eu une dimension sacrée pour certaines écritures, moins à Sumer que pour l'Égypte. Alors, en Égypte, les caractères hiéroglyphique étaient extrêmement nombreux aussi. Donc, il y a eu une évolution de l'écriture. On a vu apparaître ce qu'on appelle le hiératique, qui a servi pour les textes religieux, plus particulièrement, puisque hieros veut dire la divinité. Et ensuite, est apparu une écriture, alors qu'il n'avait plus rien à voir avec les hiéroglyphes, qu'on appelle démotique, qui vient de démos populaire, et qui permettait à tout un chacun d'apprendre à écrire beaucoup plus facilement. C'est une écriture cursive qui n'a plus rien à voir avec les hiéroglyphes. Donc c'était une simplification pour les besoins de la vie courante, en fait. D'accord. Alors il y a une partie de votre livre que je trouve extrêmement intéressante, c'est celle qui concerne la calligraphie. Vous faites quelques développements sur cette écriture qui apparaît donc à la période du Moyen Âge en Europe, c'est bien cela. Oui, c'est cela. Et qui recèle des secrets, je dirais, sur la profondeur spirituelle et mystique, hein, de cette écriture et de l'attention que portaient ceux qui écrivaient à l'écriture. Vous pourriez nous en parler un petit peu plus, comment elle est apparue, Oui. où elle est apparue, qui s'y est livré en particulier? Alors c'est vrai qu'on connaît l'écriture des moines copistes, hein, c'est Oui. vraiment cette calligraphie que l'on connaît le mieux dans nos pays. Et là, évidemment, c'est tout un art, parce qu'il faut savoir non seulement écrire, mais dessiner. Et alors, il faut le faire toujours dans un esprit en relation avec la divinité, parce que au départ, on écrivait des textes religieux. Donc les moines copistes devaient se mettre dans un état intérieur particulier pour pouvoir écrire. Donc c'est en même temps un travail spirituel. Oui. C'est ça qui est tout à fait particulier et qui revêt aussi des qualités esthétiques extraordinaires, parce qu'en plus il y a toutes les enluminures qui allaient avec cette écriture. Tout à fait. Alors, à côté de ces moines copistes, on voit également se développer un petit peu plus tard des écritures que vous appelez les écritures secrètes. Ah, les écritures secrètes, oui. Ça, c'est intéressant. Bon, on a peu d'éléments finalement. Alors, une écriture secrète dont on peut parler, c'est l'écriture des Templiers, qui est une codification faite à partir de la croix des 8 béatitudes, une croix à 8 branches que les Templiers portaient. Alors il y avait des codes qui permettaient donc d'écrire, et évidemment si on ne connaissait pas le code, on ne pouvait pas déchiffrer, donc c'était par rapport à leur enseignement ou alors pour se transmettre des informations également. Hein. Alors il y a cette écriture des Templiers. Et puis, il y a l'écriture secrète des francs-maçons, qui est basée sur le triangle. Et en fait, on dit que le grand maître Hiram Abif communiquait avec cette écriture avec le roi Salomon. Donc voilà l'héritage d'où provient cette écriture tout à fait particulière, dont il faut aussi connaître les codes, et qui a une certaine relation avec les caractères hébreux. Et puis ensuite, alors on peut parler de l'écriture rosicrucienne, qui elle est basée sur le triangle, sans doute dérivée de l'écriture atlantéenne, et qui a été utilisé par les Rosicruciens du XVIIe siècle bien, pour communiquer entre eux et pour communiquer les enseignements, mais aussi toutes les règles de l'organisation de l'ordre à cette époque. Ces écritures secrètes sont-elles toujours utilisées aujourd'hui?
Et Alors, dans quel cadre? alors, est-ce qu'elles sont vraiment utilisées? Ça, c'est difficile de le savoir. Bon, il faudrait rentrer chez les organisations templières pour le savoir. Après, les francs-maçons, je ne pense pas qu'ils l'utilisent beaucoup. Et quant à l'ordre de la Rose-Croix, bon, elle est utilisée dans certains éléments de l'enseignement. Donc, elles sont en relation peut-être avec l'initiation. Oui, c'est plutôt à caractère initiatique, tout à fait. Oui. Alors passons maintenant, on a dressé rapidement un panorama de l'histoire et puis du sens de l'écriture. Passons maintenant à la période contemporaine, Oui. qui est une période de mouvement, de transformation, pour ne pas dire peut-être de déformation. Est-ce que, à votre avis, des phénomènes comme l'intelligence artificielle peuvent faire disparaître l'écriture? Alors, je pense effectivement que ça peut être un danger, vous voyez, auquel il faut être vigilant. Parce que lorsqu'on écrit, il faut savoir que lorsqu'on écrit, eh bien, on pense, on réfléchit et on transmet ce que le cerveau pense, on le transmet, si je parle d'une écriture avec un stylo ou un crayon. C'est très important. Pourquoi je vous parle du crayon? Parce qu'il y a une mine graphite et il a été prouvé que la mine graphite a une influence, sert de lien entre le cerveau et la main qui va écrire. Donc c'est très important d'écrire avec un crayon. Bon, écrire avec un stylo aussi. Mais si vous voulez, si on parle de l'intelligence artificielle, ça n'est plus du tout la même technique. En fait, ce n'est plus nous qui écrivons. On va chercher des informations qui ont été rentrées dans un ordinateur, qui ont été codifiées, qui ne correspondent plus à la réflexion de l'être humain. Vous voulez dire que quand on écrit avec un crayon, la pensée que l'on est en train de formuler s'imprime mieux dans notre conscience que lorsque on utilise par exemple un ordinateur? Ah oui, tout à fait. Enfin, moi, je dois dire que je l'expérimente quand j'écris. Si vous voulez, j'aime bien écrire de temps en temps avec un crayon pour formaliser ma pensée. C'est plus facile pour moi de le faire comme ça que de le faire directement sur un ordinateur, même si par moment, évidemment, on travaille directement sur l'ordinateur. C'est complètement différent. D'accord. Alors, il y a un point dont on n'a pas parlé par rapport à l'écriture jusqu'à maintenant, c'est l'orthographe. Aujourd'hui, l'orthographe évolue beaucoup et même on constate que dans les jeunes générations, il y a des problèmes énormes d'orthographe. Est-ce que cela peut aussi avoir un rôle par rapport à ce que va devenir l'écriture? Je pense, parce que l'orthographe, pour moi, a un rôle très important. Et à partir du moment où on ne s'occupe plus de l'orthographe, on dénature les choses. Il n'y a plus de règles. Donc, c'est le danger d'arriver à des écritures qui ne veulent plus dire grand-chose, et puis à une certaine, si vous voulez, enfin, on n'a plus de règles. Et puis ça peut conduire à des dérives, je pense. Oui, dans le domaine de la écriture. Alors, est-ce qu'on peut penser que on revient au point de départ, c'est-à-dire que le langage va devenir plus important que l'écriture dans les années ou les siècles à venir? Alors ça, c'est difficile de le savoir, évidemment, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très attachées à l'écriture proprement dite et qui ne vont pas vouloir utiliser des outils sans arrêt informatiques, vous savez, parce que sinon, ça veut dire on ne va plus réfléchir. Donc pour moi, on ne va plus penser. Je dirais, c'est impensable. Pour vous, l'écriture est nécessairement liée à la conscience et l'évolution de l'écriture est nécessairement liée à l'évolution de la conscience. Ah oui, tout à fait. Oui, absolument.
Eh bien, c'est sur cette conclusion que nous terminerons cette émission, Marie-Agnès, en rappelant le titre de votre ouvrage, La fascinante histoire de l'écriture, l'art de dessiner la parole, paru chez Diffusion Traditionnelle. Merci. Merci à vous.